drôle d'effet. Tu crois que tu les connais, mais en fait pas tout à fait. Il y a des princes et des princesses, des sorcières et des fées, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Parce que les fées sont décoiffées, les princesses elles puent les pieds, les pieds. Et les princes charmants ont des grosses verrues sur le nez. Les animaux très animés, ils chantent du rap ou du reggae. Yo, Les histoires yo. dans Rabâché vont enfin vous exploser. Ça, les contes des fées. Les contes des fées, ça fait un drôle d'effet. Tu crois que tu les connais, mais en fait pas tout à fait. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui étaient frères, mais chacun d'entre eux avait son caractère. Il y avait Nif Nif qui aimait jouer de la grande musique, Naf Naf qui préférait les ballets classiques, et enfin Nouf Nouf qui adorait étudier les mathématiques, la trigonométrie avec beaucoup de chiffres, beaucoup de zéros, enfin un type sérieux. Nouf Nouf réunit un jour ses deux frères pour les avertir que dans la région rôdait le loup le plus féroce qu'on eût jamais vu et qu'il fallait absolument se protéger. Ne riez point, dit Nouf Nouf. Pour vivre en sécurité, il faut que chacun d'entre nous bâtisse sa propre maison. Mais qu'attendez-vous donc? Allez, vite, au travail! Nif Nif, cette grosse limace, se contenta de construire sa maison avec de la paille. Il n'avait qu'une envie, retourner au plus vite jouer de sa si belle musique. Naf Naf, un peu moins flemmard, décida de construire sa maison entièrement en bois. Puis il retourna danser sa techno de folie. Et tandis que Nif Nif et Naf Naf chantaient et dansaient, Nouf Nouf, lui, travailla très très dur pour construire sa maison, utilisant les techniques les plus ultramodernes et les matériaux les plus hyper résistants. Il était ainsi sûr de ridiculiser ce pauvre loup. Rassurés, les trois petits cochons organisèrent une grande fête, une boum, comme on dit de nos jours. C'est alors que le loup décida d'attaquer. Terrorisés, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf prirent leurs pattes à leur cou et coururent s'abriter chacun dans leur maison. Enter security access 76013. Caution, systems accessed. Le loup s'approcha à pas de loup de la maison de Nif Nif, prit sa respiration et souffla très fort. La minable maison de paille s'envola, et Nif Nif, pas fiero, eut tout juste le temps de se réfugier chez Naf Naf. Le loup s'approcha alors de la maison de Naf Naf, à pas de loup, prit sa respiration et souffla très 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 fort. La pauvre maison de bois s'écroula, ce qui n'était pas joli à voir. Naf Naf et Nif Nif, piteux et dépités, filèrent se réfugier dans la forteresse de Nouf Nouf. Authorization sample stand by. Systems accessed. Alors le loup, ivre de rage, reprit sa respiration et souffla, mais vraiment le plus fort qu'il put. Eh
bien, vous savez quoi? Jamais il ne parvint à faire s'effondrer la maison de Nouf-Nouf, le porcinet savant. Si vous aviez été plus sérieux, expliqua Nouf-Nouf à ses frères, le loup n'aurait point si facilement détruit vos pauvres demeures. C'est vrai, vieux, t'as raison, mon gros, lui répondirent-ils tout en remplissant leurs panses de toutes sortes de cochonneries sucrées. Soudain, des coups sourds et terrifiants firent trembler la maison. C'est le terrible loup qui veut entrer par la cheminée, dit Nouf-Nouf. Hâtons-nous de l'en empêcher. Et aussi sec qu'ils y allumèrent un énorme feu. Le loup s'y brûla si fort la queue et les fesses, qui n'est pas une expérience des plus agréables, qu'il s'enfuit à toutes jambes et qu'on ne le revit absolument jamais. Et les trois petits cochons, eh bien, ils dansèrent et chantèrent jusqu'à l'aurore en festoyant gaiement. Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui, après la mort de sa femme, épousa en secondes noces une autre femme hautaine et très désagréable, qui avait déjà 2 filles, très moches, hautaines et très désagréables elles aussi. De son côté, le gentilhomme avait, lui, une fille magnifique et très douce, qui s'appelait Cendrillon, et que sa nouvelle belle-mère, par pure jalousie, haïssait, mais tellement qu'elle lui imposait les travaux les plus pénibles. Pendant ce temps, les filles, elles, richement vêtues, avaient le droit de s'amuser et d'écouter de la musique toute la journée. Un jour, le fils du roi invita toutes les personnes de qualité à un somptueux bal. Cendrillon, bien sûr, ne fut pas conviée. Tout juste eut-elle le droit d'aider ses 2 sœurs à se préparer. Elles étaient très fières d'aller à la fête du prince. En partant, les 2 teignes dirent à Cendrillon « Désolé que tu ne viennes pas, mais au bal, il ne pourrait y avoir une souillon crasseuse telle que toi. » Cendrillon pleura toutes les larmes de son corps, car elle n'avait pas le droit d'aller s'amuser. Quand soudain, sa marraine, qui était une fée, fit son apparition. « Elles sont parties sans toi, dit la fée. On va arranger ça. Allez, rejoins-moi dans le jardin. » « Oh, la grosse citrouille, dit la fée. Voilà qui te fera un magnifique carrosse. » Et ces 6 souris-ci deviendront un attelage de gracieux chevaux. Elle toucha la citrouille avec sa baguette magique. Je me suis trompé, excusez-moi. Je vais recommencer. Non, bon, toujours pas. Oh, ben non. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien ne marche. Enfin, la citrouille se transforma en un somptueux carrosse tiré par 6 pauvres souris kiwis. Oui, ce sont des souris kiwis parce que les chevaux, elle n'avait pas réussi à les faire. Mais je ne peux pas aller au bal dans cette tenue, dit Cendrillon. Ah, ça c'est sûr, dit la fée. Et elle transforma Cendrillon en une superbe jeune femme. Sa marraine lui dit « Va au bal maintenant, mais attention, si tu n'es pas rentré à minuit, ton carrosse redeviendra une citrouille, et tes habits d'horribles guenilles, et les chevaux de simples souris. » Et Cendrillon s'en alla. « Écoute-moi, Cendrillon, Cendrillon !» Au palais, il y avait une super ambiance. Et ça dansait, ça se gigotait. Oh là 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 là, ça chauffait fort. C'est alors que Cendrillon apparut. Le prince, qui dansait avec une de ses sœurs, fut subjugué par la beauté de la jeune femme. Ils se mirent à danser comme des fous. Les sœurs de Cendrillon étaient folles de jalousie. Soudain, les 12 coups de minuit se firent entendre. Cendrillon s'enfuit à toutes jambes et, dans sa course, perdit une de ses chaussures de verre. Le prince, tout étonné de cette brutale disparition, la ramassa, tandis que Cendrillon rentrait chez elle avec ses vilains habits. Le prince ordonna à tous ses gentilshommes de chercher partout dans le royaume. Il épouserait la jeune femme dont le pied pourrait chausser de délicats souliers. Toutes les femmes du pays essayèrent la chaussure, mais elle n'allait à personne. Les 2 sœurs aussi voulurent tenter leur chance, mais...
lorsque Cendrillon l'essaya à son tour, c'était tip-top! Et c'est ainsi que le prince reconnut la douce et la belle jeune fille du bal, qu'ils se marièrent, furent très heureux et achetèrent plein de chaussures. Le vilain petit canard. Il était une fois, dans une ferme, une maman canard qui terminait paisiblement de couver ses œufs. Quelque chose pourtant la troublait. Un 7e œuf, un peu étrange et beaucoup plus gros que les autres, trônait au milieu de sa couvée. Maman Canne et ses amis étaient très étonnés. Comme il est bizarre, cet œuf. Oui, il est très bizarre. Enfin, un beau jour, 6 canetons magnifiques sortirent de leur coquille en piaillant de joie. Mais le 7e avait beaucoup de mal à venir au monde. Quand enfin il sortit de son œuf, ce fut la consternation générale. Oh, il est moche. Ouais, oui, ça y est, il est moche. Ce poussin était plus gros, d'une couleur très différente de ses frères et, disons-le franchement, plutôt moche. Ça va les gars, on y va? Très vite, il se montra pâteau et maladroit. Et tandis que ses frères grandissaient en s'amusant beaucoup, notre pauvre petit canard pas beau restait toujours seul et pleurait beaucoup dans son coin-coin. Les jours et les semaines passaient sans que personne ne s'occupe de lui. Le vilain petit canard ne comprenait pas pourquoi il était rejeté, pourquoi on ne l'aimait pas et pourquoi il n'était pas comme les autres. Oh, c'est bien triste tout ça. Un beau jour, un paysan découvrit dans la neige le malheureux petit animal et décida de l'emmener pour le soigner et le nourrir. Très vite, il fut tout revigoré. Mais sa solitude était pire encore. Surtout quand il pensait à ses frères, qui faisaient la fête, là-bas. Le printemps venu, ayant repris des forces, il sentit qu'il lui fallait repartir dans la nature pour essayer de mieux comprendre l'histoire de sa pauvre vie. Un jour qu'il se baignait dans un étang, il comprit enfin le grand mystère. Il n'était pas un vilain petit canard, comme certaines mauvaises langues le prétendaient, mais un jeune et magnifique cygne qui criait sa joie. Aussitôt, dans le ciel, une famille de cygnes qui revenait de sa migration du sud reconnut un des leurs et vint à sa rencontre. Quelle joie! Quelle joie pour notre canard, qui n'en était pas un, puisque je viens de vous dire que c'était un superbe cygne, si heureux de retrouver les siens. Et au dire de cette histoire, il était même le cygne le plus séduisant de toute la région. Oh, il est très joli. La petite renarde rusée. Il était une fois dans la jungle un tigre très féroce qui avait pour vilaine habitude de dévorer tous les animaux qu'il croisait sur son passage.
petite renarde qui passait par là se trouva nez à nez avec le félin féroce. Complètement paniquée, elle se précipita pour s'abriter dans son terrier. Mais on lui avait fait une mauvaise blague, l'entrée en était bouchée. Le tigre était bien décidé à faire de la renarde son prochain dîner. Soudain, la renarde, qui était rusée, s'exclama « Je vais te donner une bonne leçon, gros tas de poils, tu me fais pas peur !» « Comment ça ?» répondit le tigre. « Mais je suis censé faire trembler toutes les créatures, y compris les hommes, figure-toi. Hein? Alors Ça, c'est ce que tu crois. Mais personne ne fait autant peur aux humains que moi. Mets-toi bien ça dans le crâne, pauvre pomme. » Tu ne me crois pas? Eh bien, suis-moi, et que ça saute, nom d'un chien. Cette renarde est folle, pensa le tigre. Comment une si fragile petite bête pourrait-elle en effet espérer se mesurer à lui? Un tigre si grand, si long, si long, si long, si long. Néanmoins, intrigué par un tel aplomb, le tigre emboîta le pas de la renarde. On aurait dû prendre un taxi brousse. Ou des patins à roulettes. T'as raison, Léon. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent près d'un village entouré d'une savane. La renarde se mit à ramper de sorte que même sa queue touffue n'était plus visible. Le tigre, lui, suivait sans méfiance. Où? T'es où? T'es où? Si bien que les habitants du village aperçurent seulement le féroce animal qui bondissait entre les hautes herbes. Et dans le village, ce fut la panique générale. Chacun se barricada dans sa maison en poussant des hurlements de terreur. Hé, tu vois que je suis bien plus redouté que toi, hein? Je me pointe et tout le monde se débine, tu peux pas en dire autant. Et le tigre commençait à être persuadé que la renarde était bien l'animal le plus redouté de la jungle. Très impressionné, le tigre s'enfuit à toutes pattes. On ne le revit plus jamais dans ce coin de la jungle qui a retrouvé depuis la paix et la sérénité. Le livre des enchantements. Il était une fois, il y a bien longtemps, un ogre d'une telle cruauté qu'il terrorisait toute la région. Y'a quelqu'un? Un jour,
qu'un petit garçon et sa sœur ramassaient tranquillement des champignons dans la campagne environnante, Il est beau, mon champignon, il est beau! l'ogre apparut. Il se saisit des deux enfants et les ramena dans sa maison. Il les posa sur sa table et dit « À partir de maintenant, vous êtes mes serviteurs. Je veux que vous fassiez le ménage tous les jours, sinon je vous dévorerai tout cru. » Et pendant plusieurs semaines, les enfants furent transformés en esclaves. Mais un jour, alors qu'ils nettoyaient partout, ils découvrirent le livre que l'ogre passait son temps à lire. « C'est le livre des enchantements », dit le garçonnet à sa sœur. « Génial », répondit-elle. « Mais c'est quoi ?»« Mais il contient des tas de formules magiques. Il me suffit de l'apprendre par cœur et nous pourrons enfin nous échapper. » Ça y est, j'ai appris toutes les formules possibles et imaginables. Fuyons tout de suite. Mais l'ogre, grâce à ses bottes de 7 lieues, se lança à leur poursuite. Persuadé que les enfants s'étaient réfugiés dans une petite maison, il voulut leur jouer un tour. Mais en fait, il s'était caché derrière un gros sac de blé. Le petit garçon prononça une des formules magiques qu'il avait apprises par cœur. 1 + 1 = 2. Bon, il se trompa un petit peu pour la première fois. 1 + 1 = 12. Bon, il se trompa une seconde fois. 1 + 1 = 0. Et cette fois, ce fut la bonne formule. Ils se retrouvèrent transformés en minuscules grains de blé perdus parmi les autres grains de blé. Je sais que vous avez volé mon livre des enchantements et que vous êtes cachés dans le blé, mais moi aussi je connais des formules extraordinaires et vous allez voir ce que vous allez voir. L'ogre se transforma en coq. Puis, il se mit à picorer tous les grains de blé. 1 + 1 = 0, cria le petit garçon, qui aussitôt se transforma en renard. À nous deux, vilain ogre. Le petit garçon renard se rua sur l'ogre et ils livrèrent un combat acharné jusqu'à la mort du coq. Débarrassé de l'ogre, le petit garçon utilisa tous les jours les formules magiques qu'il connaissait. 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0. Le corbeau et la baleine. Il était une fois un corbeau très gourmand qui avait déjà tout goûté et tout mangé dans sa vie. Des souris, des bananes, des poissons bizarres, des pizzas, des cerises, etc. Toujours plus curieux, il voulait découvrir une autre nourriture. Il décida alors de manger une baleine. Ça doit être bon, une baleine. Il prit son envol et partit au bord de la mer. Croix, croix. Il se posa sur un rocher et attendit patiemment. À midi, une baleine fit enfin son apparition. Oh. C'est peut-être un peu gros, une baleine. Mais, prenant son courage à deux mains, il saisit un lasso, le fit tournoyer afin d'attraper la baleine. Il la lança, mais ce fut la baleine qui l'attrapa. Elle aspira l'oiseau un peu prétentieux et l'avala tout cru. Oh, c'est pas chaud là-dedans. J'aurais dû prendre une petite laine. Et puis on voit rien du tout. Où qu'en est la lumière?
Voilà. Alors, l'oiseau se mit à visiter les entrailles de la baleine. Il découvrit soudain une grosse pierre un peu molle. Ça a l'air bon, pensa le gourmand. Et il se mit à la picorer. C'était le cœur de la baleine. Excusez-moi. C'est pas moi. C'est très bon. La pauvre baleine va s'échouer sur la plage, morte. Du coup, le corbeau se retrouva enfermé dans son ventre. Aucune chance de s'échapper. Au secours, il y a quelqu'un. Au secours, mais laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Des Indiens de la région qui passaient par là, munis de harpons et de couteaux, découvrirent la baleine échouée. L'énorme animal représentait pour eux plusieurs mois de vivre. Les flèches étaient inutiles, puisqu'elle était déjà morte. Ils entreprirent alors de découper sa chair. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Se demanda le corbeau. Oh, hey, oh. Profitant d'une brèche ouverte par les Indiens, le corbeau s'échappa des entrailles de la baleine et alla se poser sur une branche voisine. Ils sont gonflés, pensa le corbeau. C'est ma baleine, c'est quand même moi qui l'ai tuée. Tandis que les Indiens continuaient à dépecer le cétacé, le corbeau revint déguisé en grand sorcier. Hugues. Il s'adressa à l'un des Indiens. Eh oh, eh. Oh. Je suis le grand sorcier noir. Je suis venu vous dire que vous devez quitter la région, car un grand danger plane sur vous. Quel danger ? Demanda l'Indien très inquiet. Si vous ne partez pas, il pleuvra... Des quoi ? Des boulons mortels. Terrorisés, les Indiens s'enfuirent à bord de leur pirogue. Très fier de lui, le corbeau jeta son chapeau de sorcier, il se mit à table et mangea de bon appétit. La Belle au bois dormant. Il était une fois une reine qui, un jour, mit au monde une magnifique petite fille. Le roi, rayonnant de bonheur, décida de lui donner pour marraine toutes les fées du royaume, qui accoururent pour se pencher au-dessus du berceau de la princesse. Quand, soudain, apparut une vieille fée très très moche qui s'approcha du berceau en tremblotant. Pendant ce temps-là, les gentilles fées s'occupaient du bébé. Tu seras la plus jolie femme du royaume, tu auras la douceur d'un ange et tu seras super douée en maths. La vieille fée très moche annonça alors un terrible sortilège. Tu te piqueras le doigt avec un fuseau et tu en mourras. Oh, je suis moche. Mon Dieu, que je suis moche. Elle donna un coup de baguette et s'en alla aussi mystérieusement qu'elle était venue. Le roi, la reine et les gentilles fées étaient très attristés. Quand, soudain, l'une d'entre elles dit « Rassurez-vous, je n'ai pas autant de pouvoir que la vieille, mais je vais donner à ma baguette magique la puissance maximum. La princesse se piquera bien le doigt avec un fuseau, mais elle n'en mourra pas. Elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, jusqu'à ce qu'un jeune prince vienne la délivrer par un doux baiser. Allez, vas-y à fond, ma baguette magique. Puissance maximum. Ouh là là. Oh, je suis peut-être allé un peu fort. Tandis que les années passaient, la petite princesse devenait une belle et grande jeune femme. Un jour, qu'elle se promenait dans une des tours les plus hautes du château, elle rencontra une vieille dame qui, dans l'ombre du donjon, filait sa quenouille.
elle voulut s'intéresser de trop près à son travail, et elle se piqua le doigt, et plongea aussitôt dans un profond sommeil, comme l'avait prédit la gentille fée. On fit étendre la jeune femme sur un lit recouvert de broderies d'or et d'argent. Tous les gens de la cour étaient bien malheureux. On fit revenir d'urgence la bonne fée, qui, d'un coup de baguette magique, endormit alors tous les serviteurs de la princesse pour qu'elle les retrouve à son réveil. 100 ans plus tard, le fils d'un roi chassait par hasard dans la région. Il aperçut une forêt de ronces qui semblait dissimuler un château et, d'un naturel curieux, il décida d'aller y voir de plus près. Cassé. Il entra dans le château silencieux où tous les habitants dormaient profondément. Et découvrit la superbe princesse endormie dans sa chambre. Très ému, il s'approcha d'elle et tenta de la réveiller avec délicatesse. Gentille demoiselle, à nul autre pareil. Voyant qu'il n'y parvenait pas, il s'approcha davantage et lui donna un long baiser d'amour. La belle au bois dormant se réveilla, tomba éperdument amoureuse du prince venu la délivrer. Ils se marièrent, furent très heureux et eurent, comme d'habitude, beaucoup d'enfants. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille très gentille, que tout le monde adorait, et surtout sa mère. Un jour, elle la coiffa d'un chaperon rouge, qui lui allait à ravir, et c'est pour ça que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour qu'elle jouait gentiment avec le chat, sa mère s'approcha avec un panier qui contenait une galette et un petit pot de beurre. Ah, te voilà, j'ai une mission secrète pour toi. Porte vite à ta grand-mère souffrante cette galette et ce petit pot de beurre. Ne traîne pas en route, car dans la forêt rôde un horrible loup qui pourrait bien te manger. Et le petit chaperon rouge se mit en route, son panier sous le bras. Comme c'était une petite fille joyeuse, elle dansait et flânait le long du chemin en admirant les fleurs aux couleurs chatoyantes. Soudain, le méchant loup apparut. « Ça va, ma jolie? Tu vas où comme ça ?»« Chez Mère Grand, monsieur le loup. Je peux t'accompagner si tu veux. Pour te protéger, bien sûr. Tu vois, en ami, bien sûr. Non !» Et tandis que le petit chaperon rouge continuait à flâner, méchant loup se hâta pour arriver avant elle chez sa grand-mère. Dis chaperon rouge, dit le loup en maquillant sa voix. Je viens t'apporter une galette de beurre et un petit peu de gâteau. Eh bien, tire la chevillette et la bobine. La bobinette cherra. Entre, qu'est-ce que tu fais? Le loup entra. Il se rua sur elle pour la dévorer.
Un peu plus tard, le petit chaperon rouge arriva à son tour devant la maison de sa grand-mère. « Bonjour, grand-mère !» Pas de réponse. « Bonjour, grand-mère !» Le petit chaperon rouge écarta le rideau. « Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant! Comme tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant! Comme tu as de grandes mains et de grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon enfant! Et le loup se jeta sur elle pour la dévorer! Oh mon Dieu, que c'est horrible! Un chasseur qui passait par là, attiré par tous ces cris, s'approcha de la maison avec sa tronçonneuse à essence. Il profita du profond sommeil du loup pour lui ouvrir le ventre. Le petit chaperon rouge et la grand-mère furent sauvés limite. Mais alors, vraiment limite, hein. Le rat des villes et le rat des champs. Il était une fois un rat des villes et un rat des champs qui se lièrent d'amitié. Le rat des champs invita le rat des villes à passer une journée chez lui à la campagne. Trop sympa. « Salut mon gars !» dit le rat des champs. « Ravi de vous revoir !» répondit celui des villes. « C'est pas tout ça, faut y aller. J'ai mon gratin au four. » Et le rat des champs fit découvrir sa campagne à son citadin d'amis. Tout ce que la nature pouvait offrir comme trésor de gourmandise étonnait et réjouissait notre rat des villes. Ils s'empiffrèrent et se régalèrent, vous ne pouvez pas savoir comme. Pour le remercier de cette magnifique journée, le rat des villes invita à son tour le rat des champs. Bon, alors, c'est pas... Non, Ouais, c'est là où on les monte, allez! Voilà, ici c'est chez moi. Et voici le genre de nourriture que nous mangeons dans nos cités. Tu es mon invité et tu peux prendre tout ce que tu veux. Oh, tu es le rat le plus heureux de la terre, dit le rat des champs, salivant de plaisir. À table! Et le festin commença. Ouchi boucha! Aïe 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 aïe! Soudain, la maîtresse de maison apparut et poussa un hurlement d'horreur. Cachons-nous vite, cria le rat des villes, qu'elle ne nous attrape pas. Et une effroyable chasse aux rats débuta, ne laissant pas une minute de répit à nos pauvres amis.
quand le danger fut passé, le rat des champs dit au rat des villes « Je te remercie beaucoup pour cette délicieuse journée, mais je préfère rester dans ma campagne à manger des glands. La ville est trop dangereuse pour moi. » Et c'est ainsi que le rat des champs retrouva sa vie tranquille de paysan et qu'on ne l'entendit jamais, jamais s'en plaindre. La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui dut un jour partir en voyage pour ses affaires. Il courut embrasser sa fille qu'il adorait. « Voudrais-tu que je te rapporte un petit souvenir d'un pays lointain ?» lui demanda-t-il. « Une nouvelle robe, par exemple ?»« Non, mon père, répondit la jeune fille, vous me rapportez une nouvelle à chaque fois. » Une simple rose suffirait. J'aimerais tant en respirer le parfum. Malheureusement, les affaires du marchand furent lamentables. Et en rentrant chez lui, assez soucieux, il s'égara dans le parc d'un somptueux château. Là se trouvait une magnifique roseraie. Il se souvint alors qu'il devait rapporter de son voyage une fleur pour sa fille. Il en cueillit une. « Tu viens de me voler une rose, mon bien le plus précieux. Tu dois mourir pour ton acte, à moins que tu ne me présentes une jeune fille qui accepte de mourir à ta place. Alors seulement tu auras la vie sauve. » Je fais peur, non? De retour chez lui, le marchand raconta l'horrible marché à sa fille. « Qu'allons-nous faire? L'un de nous deux doit retourner au château de la Bête. Soit il te tue, soit il me tue. Moi, j'ai un rendez-vous. » Aussitôt, la jeune fille s'enfuit sur son cheval, qui l'emmena directement au château de la Bête. Elle s'approcha discrètement et pénétra dans la bâtisse. Elle fut très surprise de découvrir sur une porte l'inscription « Chambre de la Belle ». Le soir, dans un grand salon, un merveilleux repas était servi. La Belle attendait la Bête quand soudain... « Ça vous dérange si je vous regarde souper ?»« Faites comme il vous plaira, maître. »« Je vous fais peur, la Belle ?»« Non. »« Je vous remercie. »« Y a pas de mal. »« Franchement, vous me trouvez laid ?»« Vous avez un physique assez difficile, mais vous êtes bon. Vous me recevez comme une princesse. »« Voulez-vous m'épouser ?» demanda la Bête. C'est-à-dire que non, là, j'ai pas trop envie. Alors la Bête se retira très malheureuse. Bien que prisonnière, la jeune femme était entretenue comme une véritable princesse. Mais le maître des lieux ne savait plus trop quoi faire pour la satisfaire. Et chaque fois revenait cette question « Voulez-vous m'épouser ?» Et cette même réponse « Non ». Voulez-vous m'épouser? La Belle était si malheureuse de ne pas revoir son père qu'un jour, la Bête en eut pitié et la laissa partir. Le marchand fut trop heureux de revoir sa fille et de la découvrir vivante. Mais une nuit, la Belle rêva que la Bête était morte. Et elle la retrouva allongée dans son jardin, inanimée. Alors, elle la réveilla doucement. « Je pensais que vous ne reviendriez jamais. Aussi me laissais-je mourir de faim, dit-il. » La Belle s'approcha de la Bête et déposa sur ses lèvres un tendre baiser. À cet instant, le château s'embrasa d'un feu d'artifice somptueux. Soudain, une main toucha l'épaule de la Belle. La Bête s'était transformée en un prince charmant. En l'embrassant, la Belle l'avait libéré d'un sort maléfique que lui avait jeté une sorcière. Et depuis ce jour, l'amour les unit pour toujours. Le petit poisson.
Il était une fois, au bord de la mer, un pauvre pêcheur et sa pauvre femme qui vivaient dans une pauvre cabane battue par les pauvres vents. Un pauvre jour, il décida d'aller à la pêche. « Et cette fois, ne t'avise pas de revenir les mains vides, lui dit sa charmante femme. Il partit avec son grand filet, son très grand filet, son très très grand filet. Et, arrivé au bord de l'eau, il le jeta à la mer. À sa grande surprise, en le remontant, il y découvrit un petit poisson pris au piège. « Remets-moi à l'eau, dit le petit poisson. Je suis le fils du dieu de la mer, et si tu me sauves, j'exaucerai tous tes vœux. Promis juré. » Le pauvre pêcheur obéit, le rejeta à la mer et rentra chez lui. Il raconta son histoire à sa délicieuse épouse qui se mit à hurler. « Imbécile! Si ce poisson est magique, il faut lui demander quelque chose. Retourne-y et commande-moi une douche neuve. » Le pauvre homme retourna au bord du rivage et appela « Petit poisson, petit poisson. »« Oui, que veux-tu » demanda le poisson en surgissant de l'eau. « J'aurais besoin d'une douche neuve avec hydromassage intégré. Tu sais comment sont les femmes. » Ton vœu est exaucé. Retourne chez toi, mon grand. Et le brave homme rentra chez lui. Sa femme hurla. Abruti! Mais si c'est vraiment un poisson magique, une nouvelle douche, ce n'est pas suffisant. Retourne-y et demande-lui une nouvelle maison avec une superbe terrasse. Poisson, petit poisson, on peut se causer là, 5 minutes? Oh! Ça commence à bien faire! Quoi encore, dit le poisson? On pourrait avoir une nouvelle maison, stop. Tu sais comment sont les femmes. Accordé! Cette maison n'est pas assez belle. Je veux un palais somptueux. Il suffit du monde, ton poiscaille. Et des bijoux. Et un bien pour les Caraïbes. Et un vélo moteur. Poisson. Petit poisson. Dis donc, t'as un peu tendance à exagérer, toi, hein? Tu vois pas que je fais la sieste? Alors quoi encore? Sans vouloir abuser de tes bons offices, mon épouse souhaiterait un palais doré, 2 kilos de diamants bien frais, une piscine olympique, une livre d'endives, un jet privé. Accordé! Ah! Ce palais n'est pas assez beau. Maintenant, je veux devenir reine. Reine de ce royaume. Allez, attendez ça, c'est idiot de poisson. On demande le petit poisson magique. Une femme veut devenir reine. Je répète, reine du royaume, ce soir à partir de 19h. Venez nombreux. Mais le petit poisson en avait eu assez et était parti. De retour chez lui, le pauvre pêcheur découvrit que le magnifique palais était redevenu une pauvre cabane, battue par les pauvres vents. La femme du pêcheur pleurait et criait beaucoup. À force de réclamer toujours plus, elle avait fini par tout perdre. Son mari lui dit alors « Tu sais ma chérie, finalement, c'était peut-être pas si mal avant. » Le rossignol de l'empereur. Il était une fois en Chine, un palais magnifique entouré d'un jardin. Chaque matin, un rossignol venait se poser sur une branche et son chant était si pur que de toute la Chine on accourait l'écouter. Apprenant la nouvelle, l'empereur ordonna qu'on lui apporte cet oiseau fabuleux. Toute la cour était réunie pour écouter le rossignol chanter. Et c'était si beau, mais si beau,
que l'empereur lui-même se mit à pleurer à chaudes larmes. Un jour, l'empereur reçut un gros paquet drôlement mystérieux. À l'intérieur se trouvait un rossignol mécanique serti d'or et de diamants, et qui, lui aussi, chantait magnifiquement. L'avantage, c'est qu'il pouvait chanter autant de fois qu'on le désirait, puisqu'il suffisait de remonter son petit ressort mécanique. Alors que le vrai rossignol, lui, ne chantait que lorsqu'il en avait envie. Et l'empereur, qui était bien ingrat, chassa le bel oiseau pour ne garder auprès de lui que le joujou mécanique. Un an plus tard, alors que l'empereur, douillettement couché dans son lit, écoutait son oiseau à moteur, ce dernier commença à donner des signes de fatigue. Puis à faire des bruits bizarres. Jusqu'à s'arrêter définitivement. Cinq années passèrent. Aucun rossignol, vrai ou faux, ne venait plus jamais chanter dans les jardins de l'empereur. Le vieil homme, malade de tristesse, se mourait au fond de son lit. Toute la cour attendait respectueusement sa dernière heure. Quand soudain, un chant mélodieux s'éleva d'entre les arbres. C'était le petit rossignol qui était de retour. Il venait d'apprendre la terrible nouvelle et pour consoler l'empereur, il chanta comme jamais on n'avait entendu un rossignol chanter. Aussitôt, l'empereur se sentit en pleine forme. Comment puis-je te récompenser ? Demanda l'empereur à l'oiseau. La joie que je lis sur ton visage quand je chante me suffit, lui dit le rossignol. Le plus beau cadeau que tu puisses me faire est de me laisser chanter quand je veux et non quand tu l'ordonnes. Puis le rossignol partit, laissant le vieil homme heureux d'avoir compris que le cœur n'obéit à personne, pas même à un empereur. Blanche-Neige. Il était une fois une gentille reine qui malheureusement mourut bien trop tôt. Elle laissa une très jolie petite fille à la peau blanche comme la neige et aux lèvres rouges comme le sang. On l'appela Blanche-Neige. Le roi, son mari, épousa en secondes noces une femme très belle, mais qui haïssait Blanche-Neige. Chaque jour, cette femme prétentieuse demandait à son miroir magique si elle était bien la plus belle. Miroir magique, suis-je la plus belle du royaume ? Et chaque jour, le miroir magique répondait invariablement « Oui, tu es la plus belle !» Yes ! Mais un jour, elle voulut une fois encore entendre qu'elle était la plus belle. « Miroir magique, suis-je la plus jolie femme du royaume ?» C'est-à-dire, répondit le miroir, que Blanche-Neige est plus belle que vous encore. Enfin, c'est sauf votre respect. Ah bon ? Oui, tu crois ? Bon, possible après tout. Folle de jalousie, elle ordonna à un chasseur d'aller tuer Blanche-Neige et de lui rapporter son cœur. Mais quand il vit la grâce
et la beauté de la jeune fille. Il ne put se résoudre à la tuer et lui conseilla de s'enfuir se cacher dans la forêt. Puis, il eut l'idée de tuer un chevreuil et de rapporter son cœur pour faire croire que c'était celui de Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre Blanche-Neige, tremblante de peur et de froid, errait dans la forêt, désespérée. Au bout de plusieurs heures, elle découvrit une toute petite maison au fond d'une clairière. Elle s'y glissa avec difficulté, car c'était la maison des 7 nains. Coucou! Affamée, elle mangea dans les 7 assiettes qui attendaient et s'endormit épuisée dans l'un des 7 petits lits. Quand les nains rentrèrent le soir, ils furent surpris. « Mais qui a mangé notre dîner ? Et qui dort dans notre lit ?» Blanche-Neige et les 7 nains devinrent très vite de très bons amis. Blanche-Neige se sentait en sécurité avec eux dans leur petite maison au fond de la forêt. Un jour, la méchante reine, qui était également une sorcière et qui avait repéré la cachette de Blanche-Neige, se déguisa en vieille marchande. Qui veut une pomme ? Une belle pomme pas chère. Oh, bel enfant, achèteriez-vous une belle pomme à une vieille marchande dans le besoin ? Volontiers, dit Blanche-Neige. Elle est gentille, la dame. Elle ne m'a pas reconnue, la pauvre idiote. Elle ne sait pas que j'ai mis du poison dans la pomme. Et Blanche-Neige s'écroula et fut laissée comme morte. Quand les 7 nains revinrent du travail, ils la découvrirent et ils se mirent à verser des torrents de larmes. Ils lui fabriquèrent un cercueil de verre qu'ils déposèrent en haut d'une colline. Un jour qu'un prince charmant passait par là, il fut intrigué par cette étrange vision et il décida d'aller voir de plus près. Il contempla la belle inanimée et, subjugué par sa beauté, il lui donna un baiser d'amour. D'un coup, la belle se réveilla. « Oh, princesse, voulez-vous m'épouser ?» demanda le prince. « Oh oui, beau prince !» répondit Blanche-Neige. « Yes !» Ils partirent ensemble pour vivre un amour qui dura éternellement. Les 7 petits biquets. Il était une fois une maman chèvre qui vivait dans une jolie petite maison avec ses 7 petits. Ce jour-là, elle décida d'aller faire ses courses au marché. « Mes enfants, dit-elle à ses petits biquets, pendant que je vais au marché, n'ouvrez surtout à personne. Un loup féroce rôde peut-être dans les environs. Vous m'entendez bien? À personne. » À tout à l'heure, maman, et ne t'inquiète pas. À tout à l'heure, les enfants. Une fois la maman sortie, le loup passa aux choses sérieuses. Il s'approcha de la maison, à pas de loup. Il frappa à la porte. « Ouvrez, ouvrez, c'est maman !» Mais je vous dis que c'est maman! Ouvrez, sale môme! Non, non, tu es le loup, on t'a reconnu! Mais non, mes petits chéris, je vous assure, c'est maman! Allez, ouvrez vite! Où allez? Non, non, on ne t'ouvrira jamais! Vilain loup! Alors, le loup courut chez le pâtissier. Et il dévora un gros gâteau au miel, car le miel adoucit la voix. C'est maman! Ouvrez-moi, mes chéris!
Je reviens du marché. Si tu es notre maman, va à la fenêtre et montre-nous ta patte. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a les pattes blanches, dirent les biquets. Vous êtes sûr? Oh bah j'ai dû me tromper alors. Le loup courut jusqu'au moulin. Et il trempa sa patte dans un sac de farine pour faire patte blanche, comme la maman chèvre. Il revint chez les petits biquets. Devinez quoi? C'est encore maman. Si tu es vraiment maman, montre-nous patte blanche. Voilà, mes amours, c'est bien moi, regardez. C'est bon, on t'ouvre, maman. Je les ai bien eus, je suis pas leur maman, je suis le loup. Les 7 petits biquets filèrent se cacher partout dans la maison. Mais le loup se rua sur eux pour les dévorer. Quand maman chèvre rentra chez elle, ce fut la consternation. Toute la maison avait été saccagée et le loup avait croqué ses 7 petits biquets. Elle pleura beaucoup et courut se réfugier dans le jardin. Soudain, elle découvrit le loup qui, ayant tellement mangé, dormait profondément au pied d'un arbre. Maman chèvre n'hésita pas une seconde. D'un coup de ciseau, elle lui ouvrit le ventre et découvrit ses 7 petits biquets encore tout vivants qui tendaient leurs petites pattes. « Nous allons jouer un bon tour au loup !» dit la mère chèvre, et elle lui remplit le ventre avec des cailloux. Puis, elle recousit le tout. Quand le loup se réveilla, il se sentait ballonné, et en allant boire dans la rivière, il tomba dans l'eau et s'y noya. Maman chèvre et les 7 petits biquets étaient vengés, et ils firent une méga teuf. Boucle d'or. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Boucle d'or, car elle avait des cheveux tout blonds et bouclés. Elle vivait dans une maison à la lisière de la forêt. Un jour, qu'elle s'ennuyait particulièrement, elle demanda à sa maman si elle pouvait aller en forêt pour cueillir quelques fleurs, afin d'égayer la maison. Elle les disposerait dans un vase à son retour. « Oui, si tu veux, reprit la mère, mais ne t'éloigne surtout pas trop. La forêt est bien dangereuse. » Et Boucle d'or partit cueillir de très jolies fleurs. Tout près de la maison d'abord. Et puis, sans s'en rendre compte, de plus en plus loin. De plus en plus loin. Encore des fleurs! Elle ne pensait qu'à une seule chose, cueillir des tonnes et des tonnes de fleurs. Et ce qui devait arriver arriva. Boucle d'or était perdue. Où que je suis? Elle avait beau chercher, regarder partout, marcher dans la forêt mystérieuse. Impossible de retrouver le chemin de la maison. Coucou. Y'a quelqu'un? Soudain, au milieu du bois, elle aperçut une cabane. Elle s'approcha et y pénétra doucement. Dans la salle à manger, sur une grande table, étaient posés un grand bol, un moyen bol et un petit bol de soupe aux poireaux délicieusement parfumée. Autour, elle vit une grande chaise, une moyenne chaise et une toute petite chaise. Boucle d'or voulut d'abord monter sur la plus grande chaise.
mais elle était bien trop haute. Elle essaya ensuite la deuxième chaise, mais le coussin était trop mou. Déçue, elle voulut s'asseoir sur la petite chaise, mais... Pour se remettre de ses émotions, Boucle d'Or avala toutes les soupes aux poireaux délicieusement parfumées. Puis, épuisée de fatigue, elle pénétra dans une chambre où étaient disposés 3 lits. Un grand, un moyen et un tout petit lit. Elle les essaya chacun à son tour. Enfin, elle s'endormit paisiblement. C'est alors que, de retour de leur promenade, arrivèrent 3 ours. Ils découvrirent un désordre absolument incroyable. Fous de colère, ils se ruèrent dans leur chambre et réalisèrent avec stupéfaction que quelqu'un avait osé se coucher dans leur lit. Boucle d'Or, réveillée brusquement, fut tellement effrayée qu'elle fila en 4e vitesse et retrouva le chemin de sa maison sans aucune hésitation. Et depuis, elle déteste les fleurs. La princesse au petit pois. Il était une fois un jeune prince qui s'ennuyait beaucoup. Il était très triste, car il n'avait qu'un seul désir dans la vie, se marier. Il fit ainsi plusieurs fois le tour du monde pour trouver une princesse à son goût. Mais, malheureusement, il rentrait toujours chez lui bredouille. Le roi et la reine, désespérés de voir leur fils si malheureux, firent venir au château toutes les jeunes filles prétendantes. Le prince, entouré de ses parents, les fit défiler les unes après les autres. Mais aucune d'entre elles ne parvint à le séduire. Il les trouvait trop moches, bien trop grosses, bien trop maigres, ou encore pas vraiment princesse. Bref, ça n'allait jamais, car il était, il faut bien le dire, un tout petit peu difficile. Par un terrible soir de rage, alors que, comme à son habitude, le jeune homme se morfondait dans sa solitude et que dehors il pleuvait des trombes d'eau, des coups sourds résonnèrent à la porte du château. Le roi, qui allait se coucher, descendit d'ouvrir. Une jeune fille se trouvait là, en haillons, dégoulinante de pluie. « Je suis une vraie princesse, dit-elle. Entrez, dit le roi, nous allons examiner votre cas. » « Il pleut, dit la jeune fille. Hein ? En effet, dit le roi, vous ne nous amenez pas le soleil, on dirait. On interrogea la jeune fille qui répéta « Je suis une vraie princesse, je vous dis. Combien on parie ?» Mais il était bien difficile de la croire sous ses pauvres habits et son air misérable et humide. « Oh, pourquoi elle plus qu'une autre ?» dit le prince, las et désabusé. « Puis-je dormir au château ?» demanda la jeune fille. « Il pleut tant dehors et mon voyage m'a épuisé. » Il pleut encore, s'enquit le roi. Ah oui, on dirait bien. Dans ce cas, vous dormirez dans la chambre d'amis. En installant le lit de son invité, la reine eut une idée. Nous allons voir si cette pauvre diablesse est bien une vraie princesse comme elle le prétend. Le temps est à la pluie, répondit le roi. La reine ouvrit alors une boîte de petits pois en conserve et en sortit un qu'elle déposa délicatement sur le sommier du lit. Après quoi, elle installa un matelas. Sur le matelas, elle ajouta un autre matelas. Puis elle posa encore par-dessus un édredon en plume, et encore un autre matelas, et un autre édredon, etc., etc. Sur ce tas d'édredons, elle ajouta d'autres édredons et d'autres coussins, et ainsi de suite. Au lit, mademoiselle, au lit!
La jeune fille, épuisée, grimpa sur la montagne de matelas en équilibre instable et s'endormit d'un coup. Toute la nuit, le roi, la reine et le prince attendirent. Au matin, on fit venir la jeune fille et on lui demanda si elle avait bien dormi. « Horriblement mal, répondit-elle. Il y avait quelque chose dans mon matelas qui m'a fait terriblement souffrir. J'ai des bleus sur tout le corps. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais je ne vois pas ce qui vous fait rire. J'ai mal partout, je vous dis. » Le prince alors tomba à ses genoux. « Dans mes bras, vous êtes une vraie princesse !» Le roi et la reine furent si émus qu'ils organisèrent aussitôt une grande fête pour célébrer le mariage de leur fils avec la princesse au petit pois. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et pas mal de pluie quand même. Le joueur de flûte de Hamelin. Il était une fois sur les rives d'un fleuve d'Allemagne une paisible cité du nom de Hamelin. Les habitants de Hamelin vivaient très heureux et la bourgade devenait de plus en plus riche. Mais dans Hamelin vivaient également de paisibles rats, tout contents de trouver sans effort de riches victuailles. Oh, ils ne dérangeaient pas grand monde, car généralement, les chats les dévoraient. Mais ça ne suffisait pas. Un jour, les rats commencèrent à tant se multiplier que ce fut un flot incontrôlable qui envahit la ville. Il en arrivait de partout, et les rats dévoraient tout sur leur passage. Les bourgeois de la ville, excédés, se réunirent pour tenter de se débarrasser de ces sales rongeurs. C'est alors qu'on entendit des coups sourds frapper à la porte. Pour $1 million, je vous débarrasse de tous les rats de la ville, dit une voix d'outre-tombe. On t'en offre 50 millions si tu fais disparaître tous les rats à l'étranger. D'accord. Demain, il n'y aura plus un rat à Hamelin. Promis juré. Et en effet, les rats, irrémédiablement attirés par le son mélodieux de la flûte, se mirent à emboîter le pas de cet étrange personnage. Arrivés sur le pont, les rats commencèrent à se jeter à l'eau et s'y noyèrent. Tous les rongeurs suivirent le joueur de flûte qui les attira au fond de la rivière. Et la ville de Hamelin retrouva enfin sa splendeur et sa quiétude d'antan. Un jour, des coups sourds se firent à nouveau entendre à la porte. J'ai fait disparaître les rats. Je viens chercher mes 50 millions de dollars. Tiens, voilà 10 francs, et estime-toi heureux, l'ami. Vous n'êtes qu'une sale bande d'escrocs, vous le regretterez. Dégage! De toute façon, les rats ne reviendront plus maintenant qu'ils sont tous morts. Mais une nuit, on entendit de nouveau une douce mélodie dans la ville. Tous les enfants sortirent de leur lit, irrémédiablement attirés par le son suave et mystérieux d'une flûte. Ils accoururent de toutes parts et ne purent s'empêcher de suivre le joueur de flûte, car c'était bien lui qui était revenu.
Les parents impuissants n'arrivaient pas à les retenir. Et le joueur de flûte se dirigea vers la montagne, suivi de sa cohorte de milliers d'enfants. Il les attira dans une grotte. On ne les revit jamais. Faut pas rester ici, monsieur, hein, c'est un club privé, hein. Jorinde et Jorindel. Il y a fort longtemps, Jorinde et Jorindel, deux jeunes amoureux, se promenaient dans la forêt, s'arrêtant bien souvent pour se déclarer leur amour et se donner des baisers. Mais un jour, emportés par leur passion, Jorinde et Jorindel ne s'aperçurent pas que la nuit tombait si rapidement. Ils marchèrent longtemps, mais ne retrouvèrent jamais leur chemin. Plusieurs heures s'étaient déjà écoulées lorsqu'ils découvrirent un immense et lugubre château. « Rentrons nous abriter ici, dit Jorinde. » Il ne se doutait pas que dans ce château vivait une horrible sorcière. Même que c'était la reine des sorcières. Et elle avait un pouvoir très particulier, celui de transformer les jeunes filles en oiseaux. Il y en avait déjà beaucoup dans son salon. J'en ai beaucoup dans mon salon. Nous dormirons là, dit Jorinde. Jorindel ? Jorindel ! Mais Jorindel avait disparu. Une hirondelle voltait autour de Jorinde, gazouillant un chant bien triste. C'était Jorindel transformé par la sorcière. Me voici, hirondelle, mon pauvre Jorin. Connais-tu oiseau, mon pauvre damoiseau? Elle chante mal. Va-t'en, vilain garçon, hurla la sorcière. Je garde ton amoureuse prisonnière. C'est pour ma collecte perso. Vous n'avez pas le droit. En garde, cria Jorinde, la terrible vieille. Même pas mal. Et Jorinde passa plusieurs jours et plusieurs nuits seule dans la forêt à chercher une solution pour sortir sa belle des griffes de la sorcière. Oui, alors 4 plus 1 plus 1, racine de 12 plus potentiel. Ah, voilà, 4 plus... Une nuit, qu'il dormait au fond de la forêt, il fit un rêve. Pour sauver sa belle, il lui faudrait trouver une fleur rouge au cœur de diamant. À peine réveillé, il se mit en quête de cette satanée fleur. Soudain, au détour d'un chemin, apparut un magnifique champ au milieu duquel trônait la fleur rouge au cœur de diamant. Jorinde s'en saisit et se précipita au château de la sorcière. Il frappa à la porte et la fleur était bien magique. En effet, quand Jorinde arriva dans la pièce peuplée de dizaines d'oiseaux, tous se mirent à piailler de joie. La reine des sorcières, alertée par ce vacarme, apparut et cracha son venin maléfique. Jorinde la toucha avec sa fleur magique et la sorcière disparut. Puis, il toucha la cage de sa douce Jorindel et Jorindel réapparut, ainsi que tout un tas de jeunes filles que la mauvaise femme avait transformées elles aussi. Elles rentrèrent vite retrouver leurs parents. Jorinde et Jorindel s'embrassèrent. Ils purent de nouveau se promener dans la forêt, comme ils aimaient tant le faire auparavant. Hansel et Gretel.
Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait pauvrement dans la forêt. Son seul bonheur dans la vie était ses enfants, Hansel und Gretel, qu'il adorait. Ach, mein guter Hansel und Gretel. Mais sa femme était très méchante et elle lui reprochait toujours de ne pas gagner assez d'argent. T'es pas content, t'as pas d'argent, rien à manger, c'est moi qui fais tout à la maison, t'es épouvantable, regarde, rien, pas d'argent, pas un sou, j'en ai assez de cette vie, j'en ai assez. Un jour que le bûcheron travaillait, sa méchante femme va encore le voir. Nous n'avons plus les moyens de nourrir tout le monde. Demain, nous irons perdre les enfants dans la forêt. Le pauvre bûcheron était très triste et fou de colère. Ils partirent donc tous les quatre dans la forêt et marchèrent longtemps, très longtemps. À la nuit tombée, les parents s'enfuirent à toutes jambes. Hansel und Gretel se retrouvèrent seuls au milieu de la forêt hostile. Ils étaient terrorisés. Chouchou, Esquimaux, sucre d'orge. Au réveil, ils se mirent en route et, après avoir marché pendant des heures et des heures, ils découvrirent tout à coup une magnifique maison faite de pain d'épices, de bonbons et de macarons à la pistache. Comme ils étaient affamés, ils cassèrent un tout petit bout du toit et mangèrent avec appétit. Soudain, ils entendirent un rire strident. Alors on se régale. C'était une vieille dame un peu bizarre. On n'a rien touché, madame, dirent les enfants tremblants de peur. Mais vous avez bien fait, dit la vieille dame qui avait l'air gentille, mais c'est pas sûr. Cette maison est faite pour être mangée. Venez vous reposer chez moi, mes petits amis. Et les enfants suivirent la vieille femme jusque chez elle. Voici une jolie petite chambrette où vous pourrez dormir. Je vais vous préparer un bon repas pendant ce temps-là. Hansel pénétra dans la pièce et se retrouva aussitôt emprisonné derrière des barreaux. Et les semaines passèrent. La sorcière attendait patiemment que Hansel grossisse pour le manger. Pendant ce temps-là, elle forçait Gretel à faire le ménage toute la journée. Un jour, Gretel aperçut la sorcière qui allumait un feu dans la cheminée. Elle comprit alors qu'elle avait l'intention de dévorer son frère et qu'il fallait agir rapidement. Elle poussa la sorcière dans le feu qui fut grillé comme une saucisse de Francfort, bien évidemment. Et les deux enfants s'échappèrent en vitesse. Ils coururent vite retrouver leur père. Qu'il était heureux! Entre-temps, sa cruelle femme était morte, ses affaires marchaient drôlement bien, il était devenu très riche. Ach, Hansel und Gretel, ich bin so content. Ach, mein lieben Kinder. Ils quittèrent la région, partirent s'établir sur la Côte d'Azur, où ils vécurent très longtemps, très heureux. Le prince Crapaud. Il était une fois un roi qui vivait dans un très beau château et qui avait une fille d'une telle beauté que tous les hommes en étaient amoureux et voulaient l'épouser. Près du château, il y avait une très jolie fontaine. C'est là que la belle aimait à se réfugier pour se livrer à son passe-temps favori qui consistait, pendant de longues heures, à lancer et à rattraper une boule d'or. Visiblement, ça l'éclatait.
Un jour, la boule d'or lui échappa et tomba dans la fontaine. La fille du roi se mit à pleurer car elle ne voulait pas se mouiller la main pour récupérer sa boule d'or. C'est vous dire que la jeune fille était assez délicate. À cet instant, un vilain crapaud bondit hors de l'eau. « Ne pleure plus, dit-il. Je vais récupérer ta boule en or. Mais que me donneras-tu en échange ?»« Tout ce que tu voudras, répondit-elle. Ma montre, des bijoux, ma robe, des jumelles, mon 4 heures et un moule à gâteau. »« Je ne veux rien de toutes ces parures et bijoux, dit le crapaud. Je veux seulement devenir ton ami, que tu m'invites à dîner et à dormir près de toi. » La princesse fut très surprise, mais accepta la proposition. Aussitôt, le crapaud plongea dans l'eau de la fontaine et récupéra la boule d'or de la jeune fille, qui, ravie, s'enfuit à toutes jambes. « Eh bien, et notre marché ?» cria le crapaud, réalisant qu'il venait de se faire avoir. Le lendemain, dans la splendide salle du château, le roi et sa fille recevaient quelques gentilshommes à souper. Ouais, poupée, t'as déjà vu un coucher de soleil? Ouh là là, vous connaissez l'Italie? Soudain, notre crapaud fit une nouvelle apparition. « Qu'est-ce donc ?» demanda le roi. « C'est un crapaud de ma connaissance qui prétend dîner avec nous. Je lui aurais soi-disant promis, mais on va arranger ça. » « Ma fille, cria le roi, une promesse est une promesse, et on doit la respecter. Ce crapaud est donc ton invité. » Et il fut ajouté une assiette à côté de la princesse. Le crapaud fit grand honneur à la cuisine du château. Il se régala de la délicatesse des mets. Maintenant que j'ai bien mangé, dit-il, et que je me sens gonflé comme un ballon, tu dois, jolie princesse, me conduire dans ta chambrette. Tu l'as promis. Ma fille, tempêta le roi, on ne doit jamais mépriser celui qui vous a aidé dans le malheur, si l'on considère que c'est un malheur de faire tomber sa babale dans une fontaine. La princesse se coucha, terrifiée, et le crapaud se glissa à ses côtés. C'est moi là. La 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 la. Chante demoiselle à nul autre pareil. Voudrais-tu bien me gratter les orteils? Oh ouais, j'ai les orteils qui me grattent. Ouais, j'ai les orteils qui me grattent. Ouais, c'est demoiselle. Ouais, elle est super. Elle me gratte le gros. Folle de colère, la princesse se saisit de l'animal et le projeta violemment contre le mur. C'est alors qu'il se transforma en un magnifique prince charmant au regard de braise. Il se pencha sur la couche de la jeune fille et lui révéla qu'il avait été ensorcelé par une terrible sorcière et que seule une douce princesse aurait le pouvoir de le libérer de ce maléfice. Ils se marièrent peu de temps après et vécurent une très belle et très longue histoire d'amour.